Parigi, 14 marzo 1996, colloquio con Pierre Boulez all'IRCAM alle ore 17h45, Alberto Caprioli. Je me suis permis de vous demander ce colloque. Oui. Après avoir vu la grande littérature sur Pierre Boulez et René Char, j'ai pensé de vous poser d'autres questions qui ne sont pas déjà traitées dans vos écrits ou bien dans... Il y a un texte de 1947 d'Étienne Souriau qui s'appelle La correspondance des arts. Est-ce qu'il y a un rapport entre ce que Souriau écrit sur les correspondances Forney, je vous lis la phrase, et ce que vous avez écrit dans Son et Verbe 11 ans après? Souriau écrit, le but de son livre sera de reconnaître des correspondances fonctionnelles, et ça, plutôt intéressant dans cette année-là, d'apercevoir dans la poésie une musique non pas par métaphore, mais par correspondance, par l'emploi exactement des mêmes moyens selon des règles fonctionnellement semblables. Alors, ces correspondances fonctionnelles, est-ce qu'il y a des rapports avec ce que vous disiez, l'évolution musicale engage avant tout des conceptions techniques est en train de mutations beaucoup plus radicales? Vous parlez de la structure, depuis les structures morphologiques à la base jusqu'aux structures de définition les plus vastes. Est-ce qu'il y a des... C'est le rapport, vous parlez du rapport entre, disons, le langage poétique, disons, et le langage musical. Oui, oui, alors moi je pense que, bien sûr, le langage poétique fait un sens. Il a un sens précis, il a peut-être un sens ambigu, il a un sens mystérieux, il a un sens qu'on peut rechercher à travers les mots. Je veux dire, si ça dépend, le langage de Mallarmé, par exemple, est un langage crypté, pratiquement, avec une grammaire qui est très spécifique, qui a été complètement détourné de son usage courant pour un usage purement poétique. Et c'est pour ça que la langue de Mallarmé est très difficile, parce qu'elle est pleine d'obscurité voulue, étant donné qu'on ne comprend pas tout de suite le rapport, ou qu'il y a des rapports multiples. Le langage de Char, par exemple, est un langage qui n'est pas du tout grammaticalement différent du langage courant. Il emploie la syntaxe tout à fait dans un ordre habituel, dans un ordre normal, mais quelquefois c'est les images qui sont source d'obscurité ou d'ésotérisme. C'est-à-dire qu'il emploie des images, des courts-circuits de comparaison, par exemple, qui fait qu'on comprend le sens, mais on peut comprendre des sens différents. Alors, dans Mallarmé, la grammaire est impliquée, dans Char, la grammaire n'est jamais impliquée. Dans Mallarmé, quelquefois, le vocabulaire est un vocabulaire assez restreint, assez limité, tandis que dans Char, quelquefois, le vocabulaire est un vocabulaire qui est plus vaste du point de vue de la symbolique en particulier. Donc, ça dépend beaucoup des poètes. Et si on va alors dans un autre domaine, comme Cummings, où il analyse le langage, il décortique le langage, il déstructure le langage pratiquement, pour faire que les mots retrouvent leur étymologie ou retrouvent leur combinaison et leur décomposition vraiment en facteurs, comme on dirait en algèbre. Et tandis que, alors à ce moment-là, la musique doit aussi tenir compte de ça. C'est-à-dire, elle doit tenir compte du sens, certainement, du sens poétique. Je veux dire, si par exemple, on a le Mallarmé comme le Vierge, le vivace et le bel aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose qui est très précis comme sens. Et de même que dans un autre sonnet que j'ai employé, qui est une dentelle sabolie, donc il y a le mot dentelle et aussi la vitre. C'est-à-dire que ces deux éléments qui sont constamment là, c'est-à-dire au fond l'élément décoratif, l'élément souple, l'élément rigide. Et si la musique ne reflète pas ça, elle manque le sens du poème complètement. Donc il faut non seulement, disons, il faut avoir le sens du poème lui-même, le sens de l'image du poème, de même que dans Marteau sans maître, les images induisent, disons, un certain emploi de la diction même, de ce point de vue du poème. Donc il y a le sens et il y a la structure du poème. Par exemple, dans le second sonnet de Mallarmé, une dentelle sabolie, c'est un octosyllabe, donc 8 syllabes, les vers sont de 8 syllabes. Pour moi, en tout cas, si je regarde le poème lui-même, le chiffre 8, comment il a séparé le chiffre 8? Parce qu'il y a des vers qui, avec le sens, avec les mots,
Il y a des vers qui sont divisés en 2, 3, 3, des vers qui sont divisés avec une association de 4, 3, 1, etc. C'est-à-dire qu'il y a à chaque fois, à cause de la séparation des mots, de la construction grammaticale, le chiffre 8 se présente sur des aspects constamment différents. On peut aussi considérer que, du point de vue des rimes, les rimes induisent une structure. Vous avez, par exemple, A, B, B, A. Ensuite, vous pouvez avoir A, B, B, A de nouveau, ou B, A, A, B. Et ensuite, vous avez B, C, A, et etc. C'est-à-dire que vous avez un jeu de rimes. Et ce jeu de rimes, c'est une structure en elle-même du vers, puisque l'assonance du vers est là. Et donc, vous pouvez très bien organiser votre structure de transposition du poème en tenant compte de la rime qui est masculine ou féminine et qui correspond à une ligne ou à une autre. Donc, il y a le sens, il y a la structure, surtout dans une poésie qui est extrêmement formelle comme celle de Mallarmé. Dans Char, vous n'avez pas à vous préoccuper vraiment beaucoup de ça parce qu'il n'y a pas du tout la structure du vers comme une structure obligatoire et contraignante comme celle de Mallarmé. Et dans Cummings, vous êtes obligé de tenir compte du fait qu'il met des parenthèses, qu'il isole des mots, qu'il isole des consonnes même, etc. C'est-à-dire que vous tâchez de transposer en musique cette espèce de déstructuration et de décomposition des mots qui fait que les mots acquièrent un différent sens suivant qu'ils sont dans une telle position et dans une autre. Donc, il y a façon d'aborder dans le sens et dans la structure. Et la structure est liée au sens, évidemment. Mais il faut tenir compte des deux. Et non pas simplement de faire une espèce de narration en musique du poème, tout simplement. Vous avez prévenu ma deuxième question. Il y a un petit passage de Roland Barthes qui dit « Les corps passent dans la musique sans autre relais que le signifiant ». Ce passage fait de la musique une folie, non seulement la musique de Schumann, mais toute musique. Par rapport à l'écrivain, le musicien est toujours fou. Et l'écrivain, lui, ne peut jamais l'être, car il est condamné au sens. Alors, je vous demanderai, dans votre son et verbe, vous écrivez bien, l'évolution musicale engage avant tout des conceptions techniques, est-elle en train de mutation beaucoup plus radicale qu'on ne pourra jamais subir les langages. Alors, c'est dans cette direction que... Oui, parce que la musique n'a pas un sens obligatoire d'après la grammaire. La musique est beaucoup plus libre par rapport à ça, parce que, je veux dire, vous ne pouvez pas porter les mots dans n'importe quel ordre. C'est pas possible. Il y a des ordres, même de succession, qui sont importants dans la compréhension d'une phrase. Et même si vous trafiquez la grammaire comme Mallarmé l'a fait, mais néanmoins, vous avez des relatifs, vous avez des propositions, vous avez des verbes, vous avez des adjectifs, vous avez etc., etc. C'est-à-dire que vous avez vraiment des qualificatifs grammaticaux qui sont absolument inévitables. Tandis que, en musique, par exemple, l'ordre n'importe peu. L'ordre est un ordre qui peut se modifier beaucoup. Si vous faites A avant B ou B avant A, quelquefois ça peut avoir un sens dans les deux directions, n'est-ce pas? Et donc la musique peut vraiment être adaptable d'une façon infiniment plus souple que le mot, parce que la grammaire a d'autres contraintes, d'autres types de contraintes. Je ne dis pas qu'elles sont quelquefois moins fortes, mais ce sont d'autres types de contraintes qui ne vont pas forcément de reste avec celles du texte. Et ces contraintes, quand on sait les manipuler, effectivement, ça donne une résonance au poème que la résonance ne peut pas avoir en lui-même, d'un point de vue. Ceci dit, un poème est autonome. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Le poème peut très bien se passer de musique. Si c'est un bon poème, vous pouvez le lire et vous entendez une œuvre avec son poème, vous pouvez lire le poème après, le poème garde son autonomie. Et je trouve que c'est très bien parce que quand ce sont de mauvais poèmes, quelquefois par exemple, vous avez dans la littérature du XIXe siècle spécialement, dans Schubert, vous avez quelquefois des très mauvais poèmes avec de la très belle musique. Et vous n'avez pas envie de relire le poème seul, hein, tout simplement. Donc là, le sens... Ou le libretti italien. Ou les libretti italiens pour l'opéra. Le sens est... Il y a un sens très littéral, qui est même parfois trivial, qui n'est pas vraiment de la grande littérature, mais le sentiment et le sens que portent ces vers ou cette poésie ou ce texte sont magnifiés par la musique. Et donc, finalement, la qualité littéraire du texte est complètement transformée par le mélange avec le son.
Et ce qu'on retient bien davantage, c'est la sonorité du texte et non plus son sens. Ou alors on retient son sens général, n'est-ce pas? Vous écrivez sur l'organisation du délire. Artaud écrit dans ses lettres aux recteurs des universités européennes quelque chose qui me semble être un peu en contraste. Naturellement, ces lettres ont été relues en 1968 comme manifeste de la Révolution. Alors, c'est naturellement difficile de citer seulement un petit extrait. Mais je vous lise, il y a la prétention de reconstruire l'esprit. Alors, cette reconstruction de l'esprit, est-ce que ça est en contraste avec ce que vous écrivez comme l'organisation de quelque chose, comme le délire, comme dire, parce que si on pense à l'esprit, à la, oui. par exemple à Joyce, à la... Oui. Non, je dis que le délire doit être organisé, parce que le délire, disons le délire naturel, disons le délire spontané, est un délire très trivial en général. C'est-à-dire c'est un délire d'excitation, c'est un délire, sans grand intérêt, parce que justement il est une espèce de poussée de fièvre, mais sans plus. Et le résultat n'est pas intéressant. Mais tandis que les délires organisés, j'ai pris ça, je crois, chez Artaud, mais j'ai pris chez Rimbaud aussi. Dans Une saison en enfer, par exemple, on voit très bien, il y a du reste les poèmes qui sont les plus extraordinaires s'appellent délire, précisément. Et le délire n'est intéressant que s'il est vraiment formulé et emprisonné dans une espèce de formule qui en fait vraiment une chose exceptionnelle. C'est dans ce sens-là que je l'entends. C'est pas seulement, disons, structuré, formellement structuré, mais c'est simplement que la pensée délirante soit complètement organisée. Et à ce moment-là, elle est vraiment un modèle. Et elle peut servir, si vous voulez, de lumière, et non pas simplement de quelqu'un qui a une espèce d'accès de fièvre. Voilà. Et alors, c'est un peu comme écrit Léopardi, pour obtenir quelque chose qui semble le plus naturel possible, il faut étudier beaucoup plus que les autres. Oui, je suis sûr. La grande spontanéité s'acquiert par le maximum de connaissances. Autrement, c'est une... spontanéité qui est sans intérêt, naïve. Et puis encore sur Artaud, est-ce qu'il y a des connexions, et quelqu'un a écrit, je crois que c'est Stassi, des connexions entre le dernier poème radiophonique pour en finir avec le jugement de Dieu, qui était écrit pour 4 voix, xylophone et percussion, et qu'il préparait peu avant sa mort. Et est-ce que ça vous a influencé dans quelque façon aussi son cri? Oui, le personnage d'Artaud m'a influencé, que j'ai vu. Je ne l'ai pas connu personnellement, mais je l'ai vu. Je l'ai vu dire des textes. Et il est évident que c'est une dimension qui était, disons même, inquiétante. Parce qu'on sentait qu'il y avait là quelque chose d'une dimension spirituelle qui avait vraiment franchi les limites. On appelle ça folie, on peut appeler ça tout ce qu'on veut, on peut appeler ça délire, mais là il y avait en même temps un délire avec quelqu'un qui connaissait, n'est-ce pas, ce qu'il faisait, quelqu'un qui allait au-delà. Et c'est très curieux les réactions, par exemple, par rapport à ce qu'on appelle l'état folie ou l'état maniaque. J'ai lu les lettres de Van Gogh quand il était à Arles, donc il était interné à Arles, surtout après le coup de l'oreille. Et c'est quelqu'un qui était extrêmement dérangé quand il sentait les crises approcher. Curieusement, j'imagine, je ne suis pas du tout spécialiste, mais je suppose qu'il y a différentes réactions. Chez Van Gogh, il y avait une réaction, quand il sentait une crise approcher, il y avait une réaction d'anxiété qui annihilait complètement sa créativité. Il a dit, je sens, dans les lettres à son frère qui sont frappantes, il dit, oui, je ne me sens pas bien, je ne peux plus travailler. Et dès que la crise était passée, il pouvait travailler de nouveau. Donc, l'état de crise n'est pas forcément un état productif. C'est probablement l'état de post-crise qui est productif, ou l'état de pré-crise. Mais le moment de la crise est un état stérile, pratiquement, parce qu'il est trop extrême, justement, pour pouvoir engendrer quelque chose. Je ne sais pas si à Artaud c'était la même chose. Naturellement, il y a des choses qui sont complètement liées à sa présence physique. Je veux dire, quand il écrivait des textes, et puis que tout d'un coup il écrivait des phonèmes, des cris, des choses complètement chaotiques par rapport à la grammaire, c'était simplement des formules qui allaient complètement au-delà du langage, parce que le langage ne pouvait plus traduire cet état extrême. Et donc, chez lui, il y a une espèce d'explosion
de la grammaire en général, et du vocabulaire à plus forte raison, qui ne fait qu'engendrer des phonèmes, qui fait que les phonèmes sont beaucoup plus importants que le sens. Et que simplement la sonorité, le cri, tout ce qu'on peut imaginer comme état extrême, mais c'est pas, du reste, c'est pas typique d'Artaud. Je veux dire, si vous allez si vous regardez les cas de folie, il y a un moment donné où, par exemple, le fou va crier simplement parce qu'il a besoin de s'extérioriser, tout simplement. Et donc, je pense que chez Artaud, cette écriture des phonèmes n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ce qu'il y a d'intéressant vraiment, bon, c'est l'insertion des phonèmes, de voir comment ça fait, mais qui nécessitait une musique. Ça il s'est rendu compte. Et c'est pour ça que pour en finir avec le jugement de Dieu, il y a un moment donné où le mot ne lui sert plus à rien. Donc il se rend compte qu'il faut du son. Mais évidemment, musicalement, c'est un amateur total. Donc il tape sur quelque chose, sur une table, où il fait du bruit pour s'extérioriser. Et c'est là où je dis que quand le délire est organisé, c'est-à-dire avec un musicien qui met ça en forme vraiment, alors là, le délire est plus intéressant. Parce que le délire chez Artaud, de ce point de vue-là, est très naïf, justement. Est-ce qu'on peut instituer, ou vous pensez que c'est possible d'instituer une comparaison entre, par exemple, le premier livre de structure et l'écriture automatique des surréalistes, dans la période surréaliste Artaud? Il y a une ressemblance et une contradiction. C'est-à-dire que la ressemblance, c'est le fait que, en effet, je laisse les structures jouer par elles-mêmes, la structure numéro 1, je veux dire, en particulier. La structure joue par elle-même. Je pars d'un matériau qui est extrêmement organisé. Si j'étais parti comme l'écriture des surréalistes complètement, j'aurais écrit une note, puis une note, puis une note, comme Cage, plutôt. Où j'aurais... Constellation, où j'aurais mis, comme il faisait, c'est-à-dire toss the coin, c'est-à-dire faire à pile ou face, et puis tomber là, bon, on a ça, on met une note ici, puis on met ça, on met... Ça aurait été la méthode surréaliste, vraiment, quoique c'était pas du rêve. Enfin, c'est une méthode qui approche de l'inconscient complètement, ou du hasard, totalement. Et je crois que l'écriture surréaliste ne peut pas exister en musique, carrément. Parce que le vocabulaire est trop professionnel déjà pour être transcrit directement en musique. Donc, il y a déjà, plus ou moins, avant qu'on commence, une structure. Alors qu'on laisse jouer la structure par elle-même, c'est-à-dire par un certain automatisme et un anonymat de l'écriture, finalement. Mais même dans cette structure numéro 1, oui, il y a les structures qui jouent par elles-mêmes, mais il y a la densité, il y a un segment à une voix, il y a un segment à 4 voix, il y a un segment à 6 voix, il y a un segment à 2 voix, etc. Donc, je joue déjà sur l'enveloppe de la densité, c'est pas comme ça. Je joue sur une deuxième enveloppe qui est, par exemple, la mobilité des registres ou la fixité des registres. C'est-à-dire qu'il y a déjà vraiment l'automatisme est quelque chose qui bloque cet automatisme sur certaines positions privilégiées. Donc, c'est déjà une organisation. Et puis, sur Jean Genet, on peut dire qu'il y a des rapports entre votre conception musicale et les moyens utilisés par Genet de forcer l'auditeur à différents niveaux de perception et de constituer une sorte de réalité nouvelle ou virtuelle à travers la donnée sonore? Alors, je pense que toute grande œuvre force à ça. Dans Proust, à la fin de La Recherche du temps perdu, dans le dernier volume, il parle beaucoup de l'œuvre d'art et de la littérature, surtout. Et il dit que l'œuvre d'art existe, ou le roman, ou le livre existe, pour vraiment être fait par le lecteur. C'est-à-dire que l'écrivain écrit ça, mais que c'est le lecteur, quand il le lit, crée le livre, vraiment. Parce que c'est l'imaginaire du lecteur qui crée le livre. Chacun qui lit un livre a un imaginaire différent. Et donc cet imaginaire crée un livre différent chaque fois, même si la source est la même. Et je pense que pour toute grande œuvre, c'est ça le but. C'est-à-dire vous donnez quelque chose, un objet qui est bien sûr très constitué, mais qui a des couches plus ou moins superficielles, plus ou moins profondes, qui permettent, du reste à différents auditeurs qui ont une compréhension différente, suivant qu'elle est plus ou moins cultivée, plus ou moins brute, de saisir quelque chose sur tous les plans. Sur le plan de la signification directe, sur le plan de l'expression, sur le plan de la structure et sur le plan de la compréhension de l'œuvre en général. Et là, vous avez autant de couches de compréhension
que vous avez d'auditeurs et que vous avez d'auditeurs entraînés. C'est-à-dire des auditeurs qui ont entendu une œuvre pour la première fois ou des exécutants qui le jouent pour la 30e fois ou la 40e fois n'ont pas du tout la même notion de l'œuvre. Mais il faut que l'œuvre permette ces niveaux de lecture et soit suffisamment, disons, mystérieuse dans un certain sens pour pouvoir former ces différents niveaux de lecture. À propos du mystère, ça c'est très intéressant parce que je pensais que chaque fois qu'on relit un texte, d'autant plus si on l'emploie dans une quelconque structure musicale destinée à une relecture seconde effectuée par des interprètes créateurs, il y a aussi le problème de l'interprète, des sortes de nouveaux complexes naissent par eux-mêmes, parfois sans qu'on puisse prévoir l'existence, parce que l'interprétation peut-être, on le dirait des actuels Gesamtkunstwerk interactifs. Oui, c'est vrai, oui, absolument. Oui, oui, oui. Et vous avez cité Marcel Proust, exactement du dernier volume. J'ai trouvé un passage où il écrit que ce travail de l'artiste est cherché à percevoir sous la matière, sous de l'expérience, sous des mots, quelque chose de différent. C'est exactement le travail inverse de celui qui, à chaque minute, quand nous vivons détourné de nous-mêmes, l'amour-propre, la passion, l'intelligence et l'habitude, aussi accomplissent en nous. Quand elle amasse au-dessous de nos impressions vraies, pour nous les cacher entièrement, les nomenclatures, les buts pratiques que nous appelons faussement la vie. En somme, cet art si compliqué est justement le seul art vivant. C'est un peu ce que vous avez dit. Sur Henri Michaud, quelle était la différence entre les textes brefs des chars et l'utilisation de deux textes beaucoup plus longs, beaucoup plus, plus redondants? Et comment avez-vous répondu au problème de la redondance du texte avec la musique par rapport aux premières œuvres sur le poème des chars? Est-ce qu'il y a une autre position dans ces deux pièces de Michaud, vous voulez dire? Oui. Alors, Michaud, c'est un poète, ce que j'appelle discursif. C'est un discours. C'est pas du tout une formulation, disons, extrêmement lapidaire, comme la plupart des poèmes de Char. Le seul poème long de Char, c'est le visage nuptial. Le visage nuptial lui-même, c'est-à-dire le poème central. Mais autrement, Char a toujours souvent eu des poèmes courts, des aphorismes. C'est des définitions lapidaires, des choses très condensées, donc qui m'ont servi parce que j'avais besoin à ce moment-là de quelque chose qui puisse ne pas surcharger la musique, et donc qui puisse être complètement absorbé facilement. Tandis que le poème du Michaud est un poème qui était dit. Je ne l'ai pas mis en musique, du reste. Je l'ai fait dire, et j'ai trafiqué le son en utilisant des moyens électroniques à l'époque, les moyens électroniques de l'époque, bien sûr. Mais si je reprenais cette œuvre, ce que j'ai envie de faire une fois, c'est en reprenant ça avec toujours la voix électronique, mais un chœur qui serait pratiquement parlé. Parce que ce poème-là de Michaud, Joram, etc., c'est un poème, disons, rituel, pratiquement. C'est un poème, on dit en allemand, Beschwörung, c'est-à-dire de serment, un poème rituel d'exorcisme. Et donc, la mise en valeur de ce poème ne nécessite pas du tout le même rapport avec la musique. C'est un rapport beaucoup plus de voix parlée, d'abord comme sonorité. La diction a besoin d'être plus rapide ou étendue, je sais pas, mais vraiment d'une façon très différente, et on doit l'utiliser par des intervalles, par des courbes mélodiques, etc. Pour moi, enfin, si je le vois à distance maintenant, c'est un poème qui doit être essentiellement parlé. Et donc, c'est un poème beaucoup plus long, d'abord. C'est un poème que je considère comme une cérémonie religieuse, pas d'exorcisme, mais donc en ce sens-là, il n'a pas la même fonction, il n'a pas la même valeur sémantique, il n'a pas la même valeur sonore, et on doit l'utiliser différemment. Et maintenant, sur René Char, on a écrit aussi sur que vous voulez René Char. Ce que je vous demanderai, pour ne pas répéter des questions auxquelles vous avez déjà répondu dans vos écrits, est les suivants. Et ce sont trois questions. Est-ce qu'il y a une différence entre un rapport vécu avec un poète vivant? C'est-à-dire, est-ce qu'on lui parle et on se fait influencer par des problèmes d'interprétation ou de structure poétique? Et quelles étaient les réponses, les argumentations de Char à votre proposition? Est-ce qu'il était intéressé aux problèmes formels de la musique ou plutôt à ceux de l'affectivité, comme vous le nommez dans son verbe? Quelles étaient les réactions à la musique contemporaine, à votre musique?
Je vous dis seulement une chose, j'ai trouvé un billet à la Fondation Zache où il écrit « Vous êtes pour moi le seul musicien qui m'emporte ici pour longtemps ». Et il ajouta « m'emporte au fond ». Oui. Non, certainement le rapport humain était excellent, surtout quand je l'ai vu beaucoup quand j'étais jeune, parce qu'après je suis parti en Allemagne, je l'ai vu beaucoup moins souvent. Et puis cette période était terminée dans ma vie, je veux dire, je me suis beaucoup occupé de char pendant un certain temps dans mon existence, et après j'ai été très occupé par l'armée et après par Cummings. Enfin, c'était des 3 étapes assez différentes. Mais au moment, je ne fais pas de différence entre le poète mort et le poète vivant, pour moi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que une fois qu'il a donné son poème, le poème est à moi, et plus à lui. Il peut être à moi, il peut être à un autre. Je veux dire, il est à tout lecteur, finalement. C'est comme moi, par exemple, quand on s'est servi de ma musique comme ballet, par exemple. Je n'ai jamais aucune objection, même si, par exemple, je suis, disons, ou réticent, ou au contraire, j'adhère. Mais je veux dire, je trouve que c'est la liberté. Une fois que vous avez donné une œuvre publiquement, elle ne vous appartient plus. Et on peut faire tout ce qu'on veut avec. Moi, je ne mettrai jamais aucune objection à ça. Donc, étant donné que j'ai cette attitude aussi vis-à-vis des autres. Et donc, pour moi, que Char vivant, c'est pas lui qui allait me dicter la façon Mais je lui demandais son avis. J'ai retrouvé, là, parce qu'il y avait la veuve de Char qui est venue me voir tout à l'heure, parce qu'il prépare un film, etc. Et elle est en train de casser les archives. Et elle m'a montré une grande lettre que je lui avais écrite, en 48, quelque chose comme ça, où j'avais l'intention de faire un grand cycle de chorale avec une de ses œuvres, La santé du serpent. Et je lui expose le projet, qui était assez fourni, et je lui dis, mais j'aimerais avoir votre avis. Mais c'est tout. J'aimerais bien, dites-le sans détour, voilà, je vous ai exposé, dites-le sans détour, voilà ce que je veux faire, j'attends votre réponse. C'est tout. C'est-à-dire, j'attendais simplement une réaction. Mais s'il m'avait dit, par exemple, n'utilisez pas ce poème parce que je trouve que ça ne va pas dans le contexte, j'aurais dit oui, peut-être j'aurais réfléchi, j'aurais dit si quand même, je veux l'utiliser. Je ne sais pas quelle réaction j'aurais eue, mais enfin, c'était ça. Et quand j'ai pris les poèmes du Soleil des Eaux, je ne lui ai pas demandé, même, je lui ai demandé, je l'ai informé. J'ai dit voilà, vous m'avez envoyé ce poème, je vais réunir les deux dans un... Et il n'a jamais eu d'objection de ce point de vue-là, il l'a laissé, il avait complètement confiance dans ce que j'ai fait. Alors, je ne crois pas qu'il assistait souvent au concert. C'était plutôt, entre lui et moi, c'était plutôt une espèce d'agrément humain, personnel. Comme la plupart des surréalistes, et même comme tous les surréalistes, c'est quelqu'un qui s'est finalement assez peu intéressé à la musique directement dans sa vie. C'est pas la musique qui a joué un grand rôle. Par exemple, dans le seul surréaliste que je connaisse vraiment, où la musique a joué un rôle important, ou deux poètes même, c'est Michaud. La musique a joué un rôle très important dans sa vie. Et il venait au concert régulièrement de musique contemporaine, il venait pour écouter. Ah oui, ça c'était quelqu'un de très attentif. Et André Masson, le peintre. Un peintre, oui. Qui était vraiment... qui écrit très... aussi quelque chose dans le premier cahier Barreau. Oui. Qui écrit aussi une chose. Oui. Et ça, c'est vraiment les deux personnes dans ce milieu-là qui ont plus ou moins été dans la mouvance surréaliste et non l'obédience. Certainement, c'était les deux personnes qui s'étaient intéressées vraiment à la musique. Mais par exemple, quelqu'un comme Beckett ne s'intéressait pas beaucoup à la musique. Quelqu'un comme Genet s'intéressait à moi personnellement, et nous avons eu des grandes discussions, mais il a vu, quand j'ai dirigé à l'opéra ici, Wozzeck, en 63, c'est la première opéra qu'il a vue de sa vie, en 63. C'est un bel commencement. Oui. Et quand j'ai dirigé un concert, parce qu'on se voyait de temps en temps, il suivait ce que je faisais comme ça, et je l'ai rencontré une fois à Munich. Je ne me rappelle plus ce que je dirigeais exactement. Je lui ai dit, est-ce que vous voulez assister au concert? Oui. Et il m'a dit, après, c'est le premier concert auquel j'ai assisté. Et ça, c'était 59, 60, 61, je ne me souviens plus, enfin, comme ça. Donc, c'est vraiment très curieux. Parce que l'éducation ne porte pas les gens automatiquement à écouter de la musique. Enfin, même parmi les metteurs en scène avec lesquels j'ai travaillé, c'est pas des gens qui s'intéressent de près à la musique, ils s'intéressent par moments quand ils travaillent.
sur ce modèle, je dirais. C'est pas comme il travaille sur d'autres modèles, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment, je parle pas même le centre de leur existence, mais même quelque chose d'important, un des centres de leur existence, non? Et maintenant sur le texte tout court. Déjà dans les leaders de Mahler, le texte n'est rien plus qu'un prétexte. Je pense au choix de texte, par exemple, de Knaben Wunderhorn, à l'époque où il y avait bien des poètes comme Stefan Georg ou des autres poètes. Et il me semble que Mahler était déjà très conscient que le facteur le plus intéressant d'un texte était son utilisation, non pas nécessairement sa signification concrète ou affective, ou la présence des matériaux de la rhétorique poétique qui constituerait déjà une sorte de mise en musique, comme vous avez déjà dit. Il y a des poèmes qui ne nécessitent pas de la musique parce qu'ils sont pour eux-mêmes de la musique. Et depuis vos œuvres sur le texte de Charles Mallarmé, quelle est aujourd'hui votre position à l'égard du texte? Mais le texte pour moi est très important. De reste, vous parlez de Mahler. Mahler a en effet Knaben Wunderhorn, mais ça correspond à, disons, à son utilisation aussi du matériau populaire dans sa musique, comme le walzer, comme le Ländler, comme le marche militaire, comme la marche funèbre, etc. C'est ce genre de, disons, de clichés, mais clichés au sens, disons, de Schablon, comment dire en allemand, c'est-à-dire de pattern qui est là et qui retrouve dans les poèmes que vous citez, qui lui permet justement une certaine veine populaire et très élaborée naturellement, mais ça a une relation directe avec son utilisation des motifs musicaux. Mais il a quand même les Kindertotenlieder qui sont sur des poèmes de Rückert. Et là, c'est un poème très littéraire, au contraire. Très personnel, bien sûr, mais très littéraire. Et après, vous avez aussi Das Lied von der Erde, qui sont aussi des poèmes chinois, mais vraiment de la poésie, n'est-ce pas, et de la très belle poésie. Et donc, on voit que Knaben Wunderhorn, ou bien les Lieder an Vereinigungsellen, ça c'était vraiment, oui, ça veine, disons, populaire, qui faisait revivre d'une certaine façon une espèce de folklore local. Mais dans d'autres moments, il a utilisé des textes poétiques. Et puis, il a utilisé Nietzsche, après tout, aussi, dans la troisième symphonie. Donc, il n'était pas uniquement basé sur des textes, disons, d'une signification secondaire. Il a aussi écrit sur des textes... Non, je disais pour l'utilisation, comme dire, est-ce que le texte est utilisé comme prétexte? Par exemple, dans vos œuvres, est-ce que le texte a toujours une relation avec sa signification affective, comme vous la nommez, ou bien peut-être simplement utilisé comme prétexte pour créer une structure? Je me demande souvent si... Non, le texte a toujours un sens. Il ne peut pas perdre son sens, il n'y a rien à faire. Il est prétexte, mais dans un autre sens. Il est prétexte musical, c'est-à-dire avant le texte musical, n'est-ce pas? Mais il a toujours un sens. Vous ne pouvez pas utiliser... Ou alors, les seules choses qui, par exemple, n'ont pas de sens profond, c'est les nonsense poems, où vraiment exprès, il y a simplement des syllabes qui n'ont aucun sens, oui, ou comme les comptines enfantines. Ça, vous trouvez ça chez Stravinsky, par exemple, dans les mélodies populaires russes qu'il a écrites. Vous trouvez ça aussi dans Bartók. Ça, vous trouvez, et c'est quand le texte n'a plus rien à dire et que vous voulez quand même dire quelque chose. C'est un peu comme les phonèmes d'Artaud, mais dans un autre genre, plus gentil, disons, et plus... pas délirant du tout dans ce cas-là, c'est simplement une espèce d'exultation. Mais il y a aussi le texte, en tout cas, dont vous ne comprenez pas le sens. Ça a été une des préoccupations de Stravinsky, par exemple, quand il a écrit Oedipus Rex, où les gens qui écrivent les textes latins de la messe, par exemple, ou un requiem, ou une messe, sont des textes qui sont des textes, disons, tabous, pratiquement. Ce sont des textes dont on ne comprend pas le sens directement. Beaucoup de gens ne connaissent pas le latin. On peut leur dire ite missa est, ils peuvent vous dire, s'ils n'ont pas lu, ils peuvent vous dire le pain est sur la table. N'est-ce pas? Ça n'a pas de sens direct pour eux. Mais c'est une langue qui est une langue pratiquement ésotérique, donc. Et c'est une tendance aussi à utiliser des langages inconnus. Alors là, on les utilise encore plus pour la sonorité que pour autre chose, il est évident. Il y a par exemple
un ethnologue qui vient de mourir en Brésil, que j'avais rencontré en 54, c'est très longtemps, qui s'était beaucoup occupé des cérémonies rituelles des Noirs au Brésil. Et ces cérémonies rituelles n'ont pas lieu du tout en portugais, mais c'est une espèce de langue qu'on se transmet, une langue morte comme le latin là-bas, mais que personne ne comprend même ceux qui la disent. C'est comme si personne ne comprenait le latin plus jamais quand on ne savait plus. Mais cet ethnomusicologue a fait une étude et il a reconstitué le trafic d'esclaves entre l'Afrique et le Brésil, parce que ces langues qui étaient utilisées comme rituels religieux étaient des langues de tribus ou de populations qui étaient sur certaines côtes africaines. Si bien qu'il a pu reconstituer la géographie de l'esclavage d'après ces langages ésotériques de cérémonies rituelles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ça arrive, ça veut dire que le langage a perdu toute signification, qu'on ne veut plus savoir la signification parce que c'est une signification purement ésotérique et donc dont on est censé ne pas comprendre, mystérieuse, la langue du Dieu qu'on parle sans savoir ce que ça signifie, parce qu'on a le respect pour le Dieu, on a la crainte pour le Dieu, et donc on s'attache à ce moment-là uniquement à la sonorité et plus du tout au sens. De même que par exemple pour les chanteurs d'opéra qui chantent un rôle en russe alors qu'ils ne parlent pas un mot de russe, ils chantent le sens général, mais ils ne chantent plus le sens du mot en lui-même. Ils chantent la sonorité et c'est la musique qui donne le sens. Quand un chanteur chante dans une langue étrangère, là vous avez le problème qui se repose d'une autre façon. À propos de ce que vous avez dit, l'exotique ou l'exotérisme, est-ce que vous avez eu des rapports avec la théorie de Ségalin et de Debussy? Est-ce que dans vos premières œuvres, l'utilisation de certains instruments... Oui, certainement. La sonorité non européenne m'a beaucoup intéressé. D'abord, la sonorité, c'est un phénomène auquel on est tout à fait sensible. Mais il y a d'autres phénomènes qui m'ont frappé immédiatement. C'est d'abord, par exemple, quand j'ai entendu la musique japonaise, la musique de Gagaku, en particulier la musique de cour japonaise, qui est une musique très ancienne, qui remonte au XIe, XIIe siècle. C'est comme ici, par exemple, le grégorien, quand on entend le grégorien. Cette musique de cour s'est très bien conservée, a été surtout à la cour elle-même, et cette musique a une sorte de conception du temps qui est totalement différente de la nôtre. Et autant j'ai été frappé par la sonorité, aussi de ces orgues à bouche en particulier, ou du ishiriki, de cette espèce de hautbois qu'on joue en même temps, mais autant j'ai été frappé par l'extrême dilatation du temps. Que le temps a une autre valeur, c'est un temps complètement statique d'abord, et un temps extrêmement élargi. Et ce sont des concepts comme ça, ou alors par exemple, quand j'écoutais la musique africaine, c'est le côté répond, le côté strophe-répond, 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 comme ça, varié constamment, mais qui reste dans un registre et avec des percussions qui sont déphasées, où il y a plusieurs ostinatos superposés, qui était vraiment un langage, ce qu'on appelle un langage tambouriné. C'est un langage direct, c'est comme une espèce de morse, transmis d'une façon, disons, plus musicale, alors que l'alphabet morse est évidemment très peu incitatif pour s'y intéresser du point de vue rythmique, disons. Quel est le rapport avec Paul Claudel après Oresti? Vous n'avez pas cité, il y a cet article où vous parlez de Claudel intolérant et révolté, et vous avez écrit de la musique pour Oresti de Aeschylus Claudel. Non, ce n'était pas une traduction de Claudel, non, malheureusement. C'était une traduction que Barrault avait demandé à un homme de théâtre d'ailleurs qui s'appelait André Aubet à l'époque. Et c'était très loin de Claudel. Mais très très loin. Non, parce qu'il y a alors, dans une des études, je crois, celui de Théo Hirschbrunner, il écrit en parenthèse Aeschylus pour Claudel. Alors je me suis demandé pourquoi vous n'avez pas cité si c'était de Claudel. Non, hélas non. Hélas non. Dans tout cas, est-ce qu'on pourrait voir le passage de Mallarmé à Claudel, s'il existe un passage de Mallarmé à Claudel, ou de Cummings à Claudel, comme en tournant vers une forme plus libre, comme une variation, une dimension plus cosmique, pour citer ce que vous avez écrit, l'étranger et l'exotique dans cette vision cosmique. Je parle du dialogue de l'ombre double. Oui, le dialogue de l'ombre double, c'est venu, le titre est venu après, curieusement. J'ai écrit la pièce et on a exécuté, donc pour le 60e anniversaire de Berlioz, je me souviens, et dans l'avion qui me ramenait
de Florence, tout d'un coup, je me suis rendu compte que c'était un dialogue qui m'a toujours beaucoup frappé. J'ai vu des représentations du Soulier de satin, bien sûr, Barrault en particulier, j'ai dirigé la musique de scène. Et donc, cette scène de l'ombre double, c'est simplement deux personnages de théâtre, donc Rodrigue et Prouès, n'est-ce pas, qui sont éclairés par la lune, avec donc cette ombre double, et qui parlent... C'est la fin de la deuxième journée. Oui, dans la distance. Je veux savoir si c'est cette scène-ci. Voilà, c'est ça. Oui. L'ombre double, c'est l'histoire sur le mur. Et attendez, c'est l'ombre double, c'est là, ici, voilà, c'est ça. C'est ici, ça commence ici. Oui. Voilà. Le dernier scène de la deuxième journée. Et pour moi, c'était une image poétique extrêmement forte, justement, de dialogue d'une personne avec elle-même, pratiquement, qui est confondue dans l'ombre. Et le titre est venu après, parce que c'est une scène qui m'avait toujours énormément frappé, comme dans certaines scènes de Claudel qui sont symboliques et admirablement faites pour être présentées visuellement. Et là, cette musique que j'avais écrite, conçue comme ça, était extrêmement théâtrale. Mais je n'avais pas fait le rapport d'abord. Et puis après, je me suis dit, oui, mais c'est le même type d'imagination que dans Claudel. Et c'est pour ça que j'ai donné ce titre-là, simplement. Et Claudel écrit dans la préface, avec des réussites si possible de temps en temps, car même dans les deux ordres, il faut éviter la monotonie. L'ordre est le plaisir de la raison, mais les deux ordres est le délice de l'imagination. Ça, je trouve que ce texte est merveilleux, le texte de présentation. Et il donne le motto, enfin du début, c'est Dieu écrit droit par des lignes courbes. Et pour moi, c'est parfait. En effet, on a toujours une direction, mais on va comme ça, mais on a toujours dans une direction. Et je trouve que écrire droit avec des lignes courbes, pour moi, c'est vraiment une de mes pensées esthétiques les plus fortes, je veux dire. Mais je trouve que Claudel est spécialement de Soulier de satin, c'est un très grand homme de théâtre. Est-ce qu'on pourrait dire que le dernier Boulez, pas dire le dernier, mais les dernières œuvres de Pierre Boulez se sont un peu éloignées d'un certain, je pourrais dire, d'une influence du structuralisme russe, du formalisme, et ce sont... est-ce que vous pensez... Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le formalisme et le structuralisme est enfoui très profond. Là, il doit être. C'est-à-dire que le structuralisme, c'est les racines. Mais il doit donner un arbre avec des branches, des fleurs, tout ce qu'on veut, et c'est ça qui est important. Parce que dès qu'on voit la racine ou la structure, on est beaucoup trop conscient de ce qui se passe. Tandis qu'il faut enfouir tellement la structure qu'on ne sait plus du tout ce qui se passe et qu'on a l'impression de quelque chose d'improvisé, et on ne sait pas comment exactement, mais on sait qu'il y a une loi derrière. C'est comme l'organisation d'une feuille ou l'organisation d'une branche. On voit, et c'est à la fois tout à fait logique et complètement imprévisible. Et il y a quelque chose qui, pour moi, est très important, c'est cette notion de dialectique entre l'imprévisibilité et la logique. Et la logique doit engendrer l'imprévisibilité, pour moi. Et c'est à ce moment-là qu'elle devient intéressante. Est-ce que je peux vous demander à quel compositeur vous vous sentez lié et quel compositeur vous croyez aussi du passé, par exemple, le rapport entre Maderne, Nono et vous de ma génération, c'est Berriot avec lequel je me sens le plus proche. Plus que de Nono, plus que de Maderne, je veux dire, franchement. Nono, ce que j'admire le plus, c'est son témoignage politique ou son engagement politique qui n'a jamais fait verser sa musique dans le populisme. Il est resté absolument strict avec lui-même. Même dans l'engagement, où l'engagement entraînait très souvent des déviances ou des dégénérescences artistiques. Mais je trouve le plus intéressant, celui qui me fait le plus réfléchir, celui qui excite le plus mon imagination, c'est les grandes œuvres de Berriot. Une œuvre comme Corot, par exemple, je trouve vraiment très très fascinante. Et votre rapport avec Bruno Maderne Mon rapport était excellent, mais le malheureux Bruno n'a pas su se concentrer sur les choses. Il était très dispersé, parce que c'était son tempérament. Il était extrêmement généreux, il était là, il était ci, il était là, et ça l'a empêché vraiment de se concentrer sur des œuvres vraiment complètement finies et fermées, disons. J'ai joué des œuvres de lui, comme ses concertos, mais
on sent toujours que c'est fait sur un coin de table rapidement, parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il fait ça très vite, etc. Et il avait un don exceptionnel, et en même temps, en tout cas à mes yeux, le don est resté un tout petit peu inutilisé la plupart du temps, en tout cas sous-utilisé. Pour venir à la première partie de ma lettre, nous travaillons exactement sur l'édition critique de Bruno Maderno à l'Université de Bologne. Il y a beaucoup de problèmes parce qu'il y a beaucoup de... Je connais ces problèmes parce que quand on dirige les partitions, on est confronté à ces problèmes. Alors, vous pouvez le voir du reste d'après les différences de portée, par exemple. Vous avez un petit papier qui est comme ça, tout petit, avec des parties petites. Vous avez un papier avec des grosses portées. On sent très bien que ça a été fait avec la colle, tout d'un coup. Et il était très habile. C'est un habile artisan qui pouvait mettre comme ça des choses les unes à côté des autres. Mais s'il s'était donné le temps de la réflexion et le temps de la concentration, je crois que le résultat aurait été supérieur, tout simplement. Et vous avez écrit pour lui les rituels, oui. Oui, oui. Est-ce que il y a une influence dans non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'est simplement que je sais que Berio m'avait demandé pour ils avaient fait un petit concert et j'ai donné une esquisse de cette œuvre d'abord, et ensuite je l'ai bien sûr agrandi. Et oui, j'ai pensé à lui, bien sûr, à lui, c'était mort, mais je veux dire, c'est sans relation avec son œuvre personnelle, disons. Est-ce que vous serez intéressé à diriger quelqu'un des œuvres qui vont paraître chez l'édition critique, pour exemple? Ah oui, certainement, si vous faites des exemplaires vraiment... Parce que maintenant, par exemple, j'ai trouvé à la Fondation Zacher le feuille qui manquait à la partition de Berio de Trois lyriques grecques. Et on a pu reconstruire exactement le stemma codicum de la composition aussi à travers le papier, parce qu'on a, bien qu'il utilisait de différents papiers, mais avec un peu la calligraphie et puis la numération de certaines pages qui ont été dispersées puis retrouvées dans tout les chaos magnum, mare magnum. On a pu corriger certaines erreurs qui étaient dans l'édition de Scherchen, qui était la première de l'Ars Nova. Et je songerais qu'un peut-être en Italie vous dirigez un rituel avec oui, mais volontiers, si on propose des textes qui sont vraiment... Moi, j'ai pas le temps, par exemple, d'en occuper. Quand je reçois un truc, et on reçoit un matériel en désordre, on reçoit des partitions qui sont vraiment Dieu sait quoi, et c'est très difficile de commencer à les interpréter. Alors, si c'était des œuvres qu'il avait jouées lui-même, il faudrait reprendre disons, sa propre partition pour voir comment il le dirigeait par moment. Et ça, oui, c'est très... Parce que, par exemple, nous, maintenant, ils vont paraître dans les prochaines années des éditions critiques où on a pu comparer tous les textes qu'on connaît, naturellement. Oui. Aussi, parce que chaque fois que j'ai pu diriger, on a fait des choses à l'ensemble, par exemple, on a fait, comment ça s'appelle, le Juilliard Serenade. Ça, on a fait plusieurs fois. Mais il fallait établir une partition. Alors, on a fait un matériel spécialement pour nous, que j'ai établi moi-même, que Peter Rudbush a révisé après, mais on a fait une version pour nous, autrement, c'était inutilisable. Ou alors il aurait fallu avoir 30 répétitions de façon à dire, ben oui, là il faut, peut-être c'est ça, peut-être il faut jouer ça. Non, à ce moment-là on ne peut pas, tout simplement. Économiquement, c'est pas possible. Alors si vous faites une édition critique, disons, qui est lisible et où le matériel correspond à la partition, donc c'est ça qui est indispensable. Un ensemble de personnes qui travaillent c'est ça, plusieurs années. Par exemple, on a retrouvé aussi la pièce pour du piano de percussion, notre pièce qui ont joué maintenant à Venise, et on a pu établir un texte, naturellement, c'est un travail d'année. Oui, c'est ça, oui. C'est un travail gigantesque parce qu'il n'avait aucun ordre. Il vivait au jour le jour, ce qui était très agréable pour lui, je veux dire, de l'avoir comme ami et tout ça. Mais évidemment, c'est tout le contraire de ce qu'on attend en fait quand on reçoit une partition, quoi. On a publié maintenant en Italie des choses sur Char et Heidegger. Et il y a des choses intéressantes sur
exactement sur l'ombre. Ah bon, ah oui. Ce passage. Il vous laisse pas dans le plein, voilà. Est-ce que Charles vous a parlé de Heidegger? Jamais. Non. Mais c'est très curieux parce que c'est difficilement compréhensible pour moi, parce que je pense qu'il ne savait pas le rôle que Heidegger a joué pendant la période nazie en Allemagne. Ah oui, ça a été découvert, je crois, depuis quelques années. C'est ça. Mais je suppose que Beaufray, c'est lui, le philosophe Beaufray qui est mort maintenant, a introduit Heidegger à Chartres et réciproquement. Je suppose que Beaufray le savait. Et ce qui est étonnant, c'est que ils soient devenus absolument très amis, Chartres et Heidegger, alors que Chartres avait un passé de résistant, antifasciste, anti-nazi, etc. Et que Heidegger, au contraire... Le capitaine Alexandre. Oui, le capitaine Alexandre. Et que Heidegger n'a jamais nié, et renié du moins, son appartenance au parti. Ça, pour moi, c'est difficilement compréhensible. Parce que malgré tout, même si on ne sait pas l'histoire, il y a un moment de la pensée qui est quelque chose dont on peut se rendre compte. Enfin, je ne sais pas. Mais ça reste un mystère pour moi. Je vous remercie. Je vous en prie. Ouais.